Mais est-ce que toi, t'as déjà cuisiné l'ensemble des trucs que tu manges en boulangerie? Pas cuisiner, mais goûter, assurément. Et des fois, je me dis, je ne sais pas ce que c'est, donnez-moi ça. Voilà. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 194 du podcast qui a compris que les énergies pas chères et bon marché, c'était pas jusqu'à vitam aeternam et que du coup, le vélo, le retour du vélo est inéluctable. Autour de la table, il y a du monde, on est 7 aujourd'hui pour enregistrer. Alors, la plus ancienne des chroniqueuses de l'équipe, alors pas en âge, j'ai pas dit ça, mais la plus expérimentée. Voilà. La madre. Moi, c'est Anne. Salut, Anne Annick. la madre, ça va? Très bien, et toi? Eh ben très bien aussi. Je peux dire que je suis ravie aujourd'hui parce que on est 3 filles. Oui, t'es toute seule. On a Ça été tombe bien payés. d'ailleurs, vu le sujet de l'émission. Et puis il y a Julien, comment ça va Julien? Hello, très bien, et toi? Bah je suis heureux, épanoui, tout roule. Étienne? Bah oui, très très bien, il a fait beau ces derniers jours, on a pu bien sortir à vélo, se refaire les mollets pour l'été, donc nickel quoi. On est tous chauds là. Lise, qui va être interviewée en fait, mais tu es une future chroniqueuse. Ça va Lise? Oui. C'est ce qu'on appelle l'efficacité, ça. On lui dit d'être concis, c'est carré. tout. Voilà. C'est carré. Et Karine, comment ça va? Eh bien ça va, découverte très tendue, très tendue. Alors, tu vas être la Étienne de cette émission parce que la dernière fois, Étienne, il est pas arrivé, facile. bim, direct une chronique et c'est pareil. Toi, tu arrives et bim, tu as une chronique tout de suite. Et mal enregistré, semble-t-il. Non, ça va aller, ça va aller. Et puis, on a un invité aujourd'hui, on a Steven, parce qu'il va y avoir une initiative qui se prépare en Suisse sur la mobilité gratuite. Ça va, Steven? Ouais, super. Bon, et tant mieux. Je suis content qu'on soit tous ensemble, plus on est nombreux, plus c'est rigolo. Julien, il y a un gros événement qui se prépare autour de Genève, un truc sur le vélo, évidemment, ça s'appelle Velocity. Et c'est tous les ans que ça a lieu, mais ça va avoir lieu à Genève en 2028. Alors qu'est-ce que c'est que ce Velocity? Alors, Velocity. Ah non, c'est bien, tu peux reprendre. Ouais, Étienne, C'est bon, Étienne je essaie de meubler pour que Julien est en train de J'étais prêt. manger. Très fort, très fort. Oui, donc en fait, je dégustais les spécialités culinaires locales de la Haute-Savoie. Velocity Conference, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, il y a 2 Velocity, mais là, on va parler que de la conférence. C'est un événement annuel qui est organisé par la Fédération européenne du vélo, la European Cycle Federation, ECF. Et donc, on dit Velocity Conference. J'adore l'accent. Tu peux le refaire au ralenti? Velocity Conference. Ouais, pas mal, pas mal. Le ralenti audio. C'est une conférence mondiale, enfin un cycle de conférences mondiales, congrès, etc. Il y a en général plusieurs centaines de participants, voire un petit millier ou un gros millier. Ça a lieu chaque année dans une ville différente. Et comme je disais, c'est chapeauté par l'ECF, donc qui est si tu veux, la FUB européenne ou le Pro Vélo européen. Donc c'est la fédération des fédérations à l'échelle européenne et même mondiale, parce qu'en fait de temps en temps l'événement a lieu dans une ville extra-européenne. Exemple, l'année prochaine 2027 sera lieu au Japon. Cette année 2026 sera lieu en Italie à Rimini. D'ailleurs j'ai le petit logo ici devant moi sur la table. Rimini, c'est vers où, rappelle-moi? C'est au bord de la mer Adriatique, c'est un peu au sud de Venise, grosso Ok. merdo. Donc voilà, c'est au mois de juin, Il est donc, au grossier. bord de la mer, ce sera assez sympa, je pense. Peut-être qu'il y aura une faible présence aux conférences et un peu plus sur la plage, je sais pas, on verra bien. J'allais dire, c'est connu pour autre chose aussi. Hein. C'est connu pour, je sais pas, je te laisse t'exprimer là-dessus. L'avantage aussi, c'est que Rimini, c'est à côté de chez nous, donc on va y aller à vélo avec une petite équipe sympa, dont Karine, qui est là en face de moi. Et alors c'est quand? C'est en 2026, mais quelle période? Alors c'est mois de juin, donc c'est, que je regarde, c'est du 16 au 19 juin 2026. Et puis celui à Genève, donc ce sera 2028 et ce sera du 13 au 16, quelque chose comme ça. Ouais, je on a crois. le temps, hein, c'est au mois de juin. On a le temps de se préparer, ouais. Et la question c'est pourquoi est-ce que ce sera à Genève? Plus précisément, pourquoi ce sera dans le Grand Genève? Eh bien, c'est notamment grâce à des personnes qui sont autour de cette table. Ah voilà, l'élite du vélo. L'élite de l'élite, Ouais. exactement. En fait, la particularité de notre région, donc je dis bien Grand Genève, région transfrontalière, c'est qu'il y a un très grand trafic vélo transfrontalier dans cette région. C'est même une des régions assez pionnières là-dessus en Europe. Et on a aussi pas mal d'associations, un tissu d'associations françaises et suisses qui est très vivace,
réunis dans un collectif qui s'appelle Cyclab d'ailleurs, avec aussi plusieurs personnes autour de la table qui en font partie. Et ça, moi, c'est unique en fait. Moi, j'ai discuté avec la directrice de l'ECF et aucune autre région dans le monde où il y a à la fois un tel trafic cycliste et en même temps un tissu associatif transfrontalier comme dans l'autre région, quoi. Donc voilà, c'est une des raisons qui fait que ce sera hébergé à Genève, enfin même dans le Grand Genève, donc il y aura des parties aussi en France en 2028. Et qu'est-ce qui se décide, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait au Velocity Conference ? Alors, bonne question. Déjà, quel est le public ? Donc, il y a à la fois un public associatif, logique, vu que c'est une asso qui organise ça à la base. Il y a aussi pas mal d'élus, pas mal de techniciens, des gens qui sont des services mobilité, urbanisés, etc., des villes, pays, régions, cantons, etc. Pas mal d'universitaires aussi, d'étudiants. Enfin, voilà, c'est un public assez varié, en fait. Et en gros, c'est là où on montre tous les bons exemples, toutes les bonnes pratiques, notamment en matière d'aménagement cyclable dans le monde. Il y a vraiment des gens du monde entier, même si c'est la Fédération européenne. En fait, il y a des gens qui viennent d'Inde, des États-Unis, de Chine. Enfin, c'est vraiment un événement mondial qui est unique. Il n'y a pas son pareil aujourd'hui. Donc c'est hyper, puis surtout c'est super énergisant. En fait, les gens comme nous, des assos, quand on va dans ce genre d'événement, à chaque fois on fait le plein d'énergie dans ce genre d'événement. Ah, puis c'est un moyen d'échanger ce qui marche à droite à gauche pour Exactement. essayer de l'appliquer. Ouais. Alors le mois de mars, c'était le mois dédié aux droits de la femme. C'est le 8 mars, il y a eu la journée des droits des femmes et on a décidé de consacrer l'émission en partie à ça. Karine, tu vas nous parler émancipation. Oui, vélo rime avec femme et rime avec émancipation. Effectivement, tu as dit que c'était le mois de la femme, c'est la journée strictement du droit des femmes. Et J'en ai fait exprès. Et je te remercie, ainsi qu'à Anne qui m'avait suggéré de grandir le cercle des femmes autour de cette table. Je te remercie de nous donner l'occasion de parler un jour de plus des droits des femmes et de leur envie de liberté. J'ai fait mes petites recherches parce que je cherche en fait des femmes badass, des femmes qui ont osé se lancer. Et je pensais trouver des contemporaines. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai réalisé qu'au 19e siècle, la première personne à faire le tour du monde à vélo, enfin, il y a eu un homme avant, mais c'est un petit peu anecdotique, et il y a une femme, effectivement, qui s'est lancée sur un pari. Qui s'est lancée dans le tour du monde à vélo. En fait, c'est une personne qui travaillait donc dans un journal. C'est pas une journaliste, mais elle vendait des encarts publicitaires. Et puis, elle a été un peu taclée par rapport à ça, par rapport à l'idée de partir sur un grand périple. Et du coup, elle a relevé le défi. L'idée était de partir gratuitement, enfin sans que ça ne coûte rien, sans budget, pour 15 mois du coup. Et il fallait avoir fait cette boucle 15 mois avant la date. Et du coup, elle l'a fait. Elle avait 3 enfants, elle avait 24 ans. Elle s'appelle Madame Londonderry, mais en fait c'est un nom marketing. Donc c'est un génie. Elle a essayé de financer son épopée en sponsorisant l'événement, en apposant des logos d'entreprises, etc. Et Londonderry, c'est une entreprise qui vend de l'eau minérale. Et du coup, elle s'est rebaptisée. Elle a un nom que je ne retiens jamais, mais on va dire Cohen. Ouais. Donc, c'est Annie Cohen. Et on va retenir ça comme ça. Et surtout, Madame Londonderry, du coup, Annie Londonderry. Sa devise, une femme peut faire tout ce dont un homme est capable. Alors, elle a relevé le défi. Elle est partie le 25 juin 1994. Et elle est partie, pas dans son plus simple appareil, mais on va dire avec les équipements qu'on avait à l'époque, à savoir les femmes, elles étaient, le bon usage, c'était d'avoir une robe. Donc elle est partie en robe, sur un vélo de femme, de 20 kilos, bon, ça c'est pas délirant, mais à pignon fixe. Donc je vous laisse imaginer le délire. Sur des routes pas bitumées en plus à l'époque. Non, j'imagine ça devait être assez trash, assez gravel. Mais voilà. Et donc elle est partie de Boston direction New York, et très rapidement dans cette étape, elle s'est rendue compte que c'était juste pas faisable avec cet équipement. C'est pour ça que ça rime aussi avec émancipation, c'est qu'elle s'est défait de ses vêtements. Elle a été d'ailleurs largement critiquée parce qu'elle s'est équipée avec un pantalon, un bloomer, qui est très sexy. Je vous laisserai regarder, vous documenter. Et du coup, elle a changé aussi son vélo. Elle est passée en bicyclette masculine et du coup, elle a été nettement plus performante. Une fois arrivée à New York, elle pensait s'engager en direction de Chicago. Elle l'a fait et elle pensait aller plus à l'ouest. Mais l'hiver arrivant, elle a finalement complètement changé son itinéraire
Elle est partie, donc elle a pris un bateau pour Le Havre. Ensuite, elle a fait Paris-Marseille. À Marseille, elle a pris son bateau pour Alexandrie. Et là, elle était déjà connue. Donc, elle a bénéficié de toute l'énergie de communication qu'elle a produite pendant tous ces mois, parce qu'elle faisait à la fois des conférences pour expliquer son voyage, vraiment ultra contemporaine en fait. Donc, direction Alexandrie. Et puis, je vous la fais courte parce que le voyage est long. Elle est passée par Colombo, Singapour, Saigon, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki. Et puis, retour aux États-Unis en arrivant à San Francisco avec un bateau à vapeur belge. Et de San Francisco, elle a traversé l'Arizona, le Nouveau-Mexique, El Paso. Elle est arrivée donc en 1800. Donc, c'était donc en 1894 son départ. Elle est partie en. J'ai pas compris, 94. Oh, pardon. 94. Elle est partie en juin 94. Elle est arrivée en septembre 95. Mais du coup, elle a effectivement réussi son pari et la presse a été unanime pour dire que c'était le voyage de loin le plus extraordinaire jamais entrepris par une femme. Voilà. Et moi, ce que je rajouterais, c'est on lui connaît pas d'équivalent aujourd'hui, à part peut-être nous, qui sait. Et voilà. Et donc, même si on sait qu'il y a une petite part de mythologie dans son récit, parce qu'elle était très marketing et maline, il n'empêche elle s'est engagée en solo sur une énorme distance. Et je pense, pour moi, vraiment, ça reste la meilleure ambassadrice de la cause féministe à vélo. Et surtout, j'ai trouvé ça très malin d'associer et les médias et les entreprises. Donc voilà, elle nous a ouvert la voie à toutes. Et voilà, si j'ose dire, on est encore à hésiter à faire nos petites itinérances sur 1000 km. Je crois, mesdames, qu'on peut s'engager, Lise et Anne. Qu'est-ce que vous en pensez ? On se lance ? Pas en solo, Allez, les filles. En collectif. Donc voilà. Anne, je crois que tu avais envie justement d'interviewer Lise sur ça. Oui, moi je voulais parler d'une femme extraordinaire dans le vélo dans la région, mais alors elle me fait des grands yeux. Oui, c'est toi dont on parle. J'ai Lise qui est assise juste en face de moi, et en fait, quand je dis une femme extraordinaire, il y a ses yeux qui s'agrandissent, genre, mais on parle de qui là ? Elle est unique. Absolument. Lise, qu'est-ce que tu fais dans le vélo en fait ? Je suis actuellement mécanicienne. Enfin, le titre officiel, c'est technicienne cycle. Mais j'aime pas le titre technicienne parce que... Ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est déjà pas mal, t'es pas raison. technicien, quoi. Non, déjà oui, il y a le point et 2 N. Madame le technicien. Madame le technicien, bonjour. Non, moi je dis que je suis mécano. D'accord, donc t'es mécano vélo. Ouais, je suis mécano vélo pour l'agence Écomobilité, une société publique qui travaille sur la Savoie et la Haute-Savoie. Et ils sont en délégation de service public sur plusieurs programmes vélo. Et moi je travaille principalement, quasiment exclusivement en Vallée de l'Arve, entre Cluse et Régnier. D'accord. C'est en Haute-Savoie. Tu as d'autres activités à côté, me semble-t-il. Tout à fait. Je crois avoir entendu que... Je viens de la mécanique vélo par hasard, parce que j'avais besoin de réparer mon vélo, donc je suis rentrée dans un atelier de réparation participatif. Quand t'es ado et que t'as pas d'argent, tu vas faire ce que tu peux pour pas payer. Et puis je me suis prise de passion pour la mécanique, puis surtout parce que les gens là-bas étaient sympas. Puis 3 ans plus tard, ils m'ont mis présidente à l'assaut. Puis après, ils m'ont mis chef des bénévoles. Puis après, ils m'ont mis plein de positions que je voulais pas, mais comme je savais pas dire non, comme je suis ici. La mécanique vélo, c'est l'une des rares professions en France qui est dérégularisée. On a un mécanicien auto, il a obligatoirement son CAP, son certificat d'aptitude professionnelle. La mécanique vélo, c'est l'un des rares métiers techniques où il n'y a pas besoin de diplôme. Toute personne qui se dit compétent peut le faire. Il l'est, ok. Il l'est. Il y a ça vient d'un historique où avant il y avait peu de formations en France qui étaient diplômantes. Il y avait quelques CAP, mais il y a plein. Et maintenant il y a un gros tissu de formation qui s'est monté. La législation n'a toujours pas changé. C'est pour ça qu'il y a autant de différences dans les qualités de services en mécanique. Et donc il y a un diplôme qui se fait en 3 mois, c'est 300 heures à peu près. Tu as des stages, etc. où tu vois tous les types de vélos parce que il y a tous les types de vélos possibles. Il y a du vélo carbone à 15 000 € ou plus, à des vélos qui valent 20 balles et qui sont vraiment pas en état de rouler. Et tu vois ça en formation et ça s'appelle un certificat de qualification professionnelle qui te fait un peu tout. Le CQP. Voilà, le CQP. Qu'est-ce que tu aimes dans la mécanique vélo ? Avant, j'avais un boulot où c'était pas binaire. C'était pas ça marche pas, puis après ça marche. Et puis j'aime bien ne pas être derrière un PC. C'est incroyable. Moi, je passe mes journées derrière un vélo à bricoler. Il y a aussi, donc je suis mécanicienne, mais on est aussi loueur, on est aussi conseiller. Ça, c'est extrêmement intéressant dans mon taf. Je travaille un tout petit peu en magasin, mais ça m'intéressait moins. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la mobilité active. J'en suis arrivée par le vélo et ce que j'aime c'est conseiller. Il y a des gens qui passent la porte, ils sont là, là j'ai la voiture et j'en ai marre, comment on fait? Donc on parle des tracés, on parle du vélo parce que nous ce qu'on loue c'est du vélo de tous les jours,
c'est du VAE électrique ou pas électrique, des vélos cargo, pour que les familles elles découvrent ce que c'est que de se passer de la deuxième voiture. Et des fois, ça marche. Et on a des gens qui reviennent après 6 mois qui disent je le rends parce que j'en ai acheté un pour moi. Et puis ça tourne et puis on fait comme ça. On essaime. Ouais, on change le monde vélo. C'est les meilleurs clients. Et j'ai quasiment un taux de 100% de satisfaction sur les gens qui viennent me voir. J'ai pas de... Et t'es dans notre équipe maintenant là. Mais ceci dit, je crois que c'est quelque chose d'assez qui se répercute partout, où on a amené des gens à faire du vélo. Et je sais pas vous, mais en tout cas moi, il y a jamais personne qui dit non mais je regrette le jour où j'ai commencé à pédaler. Quoi. Ouais, il y a pas de retour en arrière. C'est soit je continue à faire mes trajets puis je suis très bien comme ça, ou alors je vais un peu plus loin en faisant des voyages. Mais il y a jamais personne qui dit en fait moi je suis retourné à ma voiture. Enfin personnellement, j'ai jamais eu ce retour-là. Ou alors c'est parce que t'as un changement professionnel, ou tu déménages, ou voilà, il y a des choses qui sont Et là, dans ce cas, tu les vois pendant 6 mois, ils dépriment, puis après ils disent faut que je change de taf parce que là maintenant la gare, c'est important. Moi, je vais faire l'avocat du diable. Il y a quand même un cas de retour en arrière, c'est quand il y a des vols de vélos, surtout si on en a deux à la suite. C'est un motif de renonciation au vélo privé. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le VLS, du coup, c'est un peu une solution à ça. Exactement. Il y a beaucoup de gens, ils se font voler vélo libre service. Exactement. Ouais, j'allais le préciser, mais t'as bien anticipé. Des gens, ils se font voler un vélo perso et puis ils se disent merde, j'en ai marre de devoir acheter un cadenas qui coûte peut-être le prix de mon vélo de case. Moi, c'est le cas. La plupart de mes vélos, ils coûtent moins cher que mon cadenas. Mais voilà, avec le VLS, on a plus ce problème. C'est la collectivité du coup qui est responsable de ça. J'ai vu 2 cas de retour à la voiture. C'est des personnes qui avaient eu un retrait de permis et qui ont été obligés de passer à vélo, sachant que voilà. Pour eux, c'est mortifiant, insultant. Oh là là, ouais. Et ils étaient assez discrets sur le sujet et 6 mois après, retour dans la voiture. Ouais. Ces gens-là, c'est repris de justice en fait. Ça reste des repris de justice. Des repris de voiture. Repris de justesse. Et alors, je ne vais pas préciser qu'à 80% ce sont des hommes, bien sûr, parce qu'on n'est pas. Non. Ah non, là j'ai vraiment une parité parfaite là. Okay. Un Suisse et une Française, tu vois en plus. Tu vois, Est-ce que tu perçois une différence entre toi et tes collègues plus masculins dans la façon de faire ou dans le contact avec le public ou pas du tout? Écoute, quand j'ai pris mon poste, j'ai un collègue qui m'a demandé si j'étais la secrétaire. J'ai une copine qui est comme toi et puis quand elle accueille du public, les gens disent il est là le mécanicien? C'est moi. J'ai l'habitude. Après 5 ans d'atelier où je dis quelque chose et une personne lambda que je ne connais pas, qui ne connaît pas mes compétences en mécanique, va demander exactement la même chose et obtient la même réponse à un de mes collègues, à un moment tu t'apprends à te dire c'est pas toi en fait, c'est l'autre. Ou bien tu fais une émission de radio où tu dis gentiment à toutes les personnes qui écoutent, c'est ça. Et après, s'il vous plaît, arrêtez de faire des suppositions. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu changerais toi dans le domaine du vélo, dans ton taf ou à l'extérieur de ton taf? La vision sportive. Ah ouais. La vision sportive. En fait, de penser que le vélo c'est un sport. Moi ça m'énerve. Le vélo c'est un objet. C'est une bicyclette. C'est vraiment. Quand on dit je suis mécanicienne vélo, il y en a qui me disent vélo carbone, etc. Je suis là, jamais je touche au casque. Non mais vraiment, c'est sur Strava. C'est quoi ton. C'est que ça. Et moi je fais mes 10 000 km par an, mais j'ai jamais fait un. Allez, mon seul col c'est Évire. Et pour ceux qui connaissent ici. Folie. Voilà. Évire, il est très très dur. Donc voilà, c'était Lise Missilier qui travaille dans le domaine du vélo et qui va devenir chroniqueuse pour l'émission, on est bien d'accord? Kidnapping. Merci beaucoup Eric, à toi. Étienne, on va continuer à parler de la journée des droits des filles. Et oui, puisque vous le savez peut-être... Vas-y, dis des femelles pendant que tu y es. Des meufs. Des humaines femelles. Je vais vous parler d'une actualité toute fraîche. À l'initiative de plusieurs entités, dont Grand Départ Suisse, et dans le cadre du programme Héritage du Tour de France Femmes, en collaboration avec plus de 9 groupes de cyclisme féminin répartis dans toute la Romandie, il y a eu un social ride d'envergure, le premier Woman Wave de cette importance à ce jour, qui a été organisé avec Lausanne comme convergence commune. Alors, vous me direz pourquoi Lausanne? Eh bien parce que cette année, la Suisse organisera 3 départs du Tour de France féminin 2026. Dans la première boucle, le 1er août partira de Lausanne, une boucle autour de Lausanne de 137 km. Puis il y aura une étape Aigle-Genève de 150 km, on fait plus court, et une dernière qui partira de Genève pour Poligny en France voisine.
Donc cet événement est le premier d'une série et quoi de mieux que le 8 mars pour lancer les festivités. Concrètement, ce sont donc plusieurs groupes de cyclistes, groupements informels, des clubs organisés qui ont chacune avec un peloton de 15 à 30 cyclistes convergé de leur ville d'activité vers Lausanne, que ce soit de Genève, Montreux, Morges, Nyon, Orbe ou aussi Lausanne. Ce sont environ 260 pratiquantes, aussi bien des néophytes que expérimentées, qui se sont toutes retrouvées à faire un tour d'honneur final au centre du stade olympique de la Pontaise, un stade de foot bien connu en Suisse. Et sur place, elles ont pu profiter d'une présentation du programme Grand Départ Suisse par le comité d'organisation lausannois. Donc toute cette organisation est le fruit d'un gros travail pour inviter les femmes à se mettre en selle, les rendre visibles dans l'espace public. Et pour se motiver, elles ont pu compter sur quelques noms ronflants du cyclisme suisse romand. On peut citer notamment Katia Chianelli, fondatrice du plus ancien groupe suisse romand de cyclisme entièrement féminin, qui s'appelle Morges Bike Ladies. Mais il y avait aussi d'autres collectifs comme Broomwagon de Genève, Passione Sportiva Women's Cycling Club de Fuyy en Valais, les 2 antennes de Fast and Female de Nyon et Genève, Let's Ride Ladies du Nord Vaudois, le Lausanne Gravel et de nouvelles têtes avec la Patrouille Cycling Club de Vevey. Il y avait aussi quelques noms du cyclisme féminin actifs sur les réseaux sociaux pour mener des groupes ou participer à l'organisation avec Nathalie Meunier, Katharina Ladies, Lily Rumpf, connue sous le nom de Cycling Heidi, Marjorie de Goumois pour Maki Cycling sur Instagram par exemple, mais également des personnalités politiques comme Marie Barbet-Chapuis, membre de l'exécutif de la ville de Genève et chef du département de la sécurité et des sports, qui a mouillé le maillot depuis le jardin anglais jusqu'au stade de la Pontaise. L'événement a eu grand succès et cela fait écho au développement du cyclisme féminin roman qui s'est largement développé ces dernières années, car il faut savoir que, et je cite là le collectif Fast and Female dans son communiqué de presse en lien avec l'événement, les disparités de participation sportive entre femmes et hommes restent une réalité en Europe. Malgré le progrès, les femmes et les filles représentent seulement 31% des membres des fédérations sportives et leur engagement diminue nettement avec l'âge, signe d'un décrochage significatif du sport amateur féminin au passage à l'âge adulte. Et le cyclisme, évidemment, ne fait pas exception. L'initiative du 8 mars s'inscrit dans un effort sociétal plus large, visant à réduire les écarts de participation, à rendre le sport plus accessible aux femmes, pour leur permettre d'être des modèles pour toutes et tous, y compris les petits garçons et les petites filles, et à créer des environnements où elles peuvent progresser ensemble, que ce soit au niveau amateur ou en lien avec des événements de plus haut niveau. Alors j'avoue que je ne me suis pas foulé sur cette partie, j'ai repris tel quel, mais en fait je trouvais plus intéressant de citer tellement c'est bien écrit plutôt que simplement de paraphraser. Et puis bon, on s'y attendait, les retours sur cette journée sont extrêmement positifs. Des participantes ont confié que sans le soutien de ces groupes, elles ne se seraient jamais lancées dans un défi sans la force, l'énergie et la bienveillance qui s'en dégageaient. Et comme le dit Marie Barbet-Chapuis, en tant que femme, on se met beaucoup de limites mentales, on doute de soi beaucoup plus que les hommes. Des journées comme celle d'aujourd'hui permettent de dépasser ses limites, d'oser prendre confiance dans ses capacités, et j'en retire un immense shot de joie, de plaisir et d'énergie positive. C'est le genre de dimanche qui remet du carburant, durable et écolo, dans le moteur. Alors, aux yeux des organisatrices, évidemment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire, conclut Caroline Gaillard, fondatrice et présidente de Fast and Female Geneva. Les festivités ne font donc que commencer et je vous invite toutes à vous rendre sur les pages respectives de ces clubs, groupes, personnes pour en savoir plus et pourquoi pas participer. Et j'aimerais beaucoup remercier Marjorie de Goumois, Marie Barbet-Chapuis et Caroline Gaillard pour leur retour sur cette journée et les féliciter pour leur travail remarquable. En 2025, Genève avait accueilli l'Euro féminin. Cela a permis aux petites filles fans de foot de rêver au féminin, de prendre davantage leur place sur les terrains de foot, ajoute Marie Barbet-Chapuis. Espérons que l'accueil du Tour de France féminin aura le même effet chez les jeunes cyclistes et qu'on applaudira peut-être sur ces terres une Élise Chabet victorieuse. Merci. Merci. Alors j'avoue, je ne connaissais pas tous les noms que tu as dit. C'est le milieu sportif, mais on tend des points. Les cyclistes ont des alliés et ce sont les transports en commun. Et Steven, tu veux nous filer un coup de main alors ? Ouais, on a besoin de vous des deux côtés. Toi, tu voudrais qu'il y ait une initiative, une votation pour rendre les transports en commun gratuits. Du coup, l'idée, c'est de faire que la mobilité soit un droit, mais que la mobilité soit un droit aussi en ayant un environnement qui soit sain, stable et qu'on puisse avoir finalement une réduction générale de la voiture, parce que c'est quand même une condition. Et puis l'idée, c'est de lancer en fait un très grand projet national pour avoir des transports publics qui soient accessibles, plus abordables et qui soient de qualité, donc qui nécessitent évidemment des financements importants. Et dedans, parmi les mesures, mais ce n'est qu'une parmi d'autres, il y a effectivement
une baisse des prix, une gratuité au niveau des trajets du quotidien, mais aussi de faire que l'abonnement général en Suisse, qui coûte quasiment 4 000 francs, qui pourrait encore doubler ces prochaines années, qu'il soit réduit à un maximum de 1 000 balles, quoi, parce que sinon, on sait ce que c'est les conséquences, quoi, de ça. Alors, juste l'abonnement général, ça c'est un truc extraordinaire. Tu as l'abonnement pour tout le pays, tous les transports en commun, bus, train, même bateau pour les lacs, tout est gratuit. Alors, je sais pas si c'est exportable dans des pays plus grands, mais c'est incroyable. Il y a librement accessible qui sont encore privés. Ouais, si vous voulez aller dans les montagnes, avec ça passera pas. Il faudra quand même payer des trucs en plus. Okay. C'est clair que cette politique, effectivement, avec ce tarif unique, il est très envié. Et puis, il y a beaucoup de pays qui le mettent en place aujourd'hui, parfois avec des tarifs aussi plus accessibles. Je nuancerais aussi la question, oui, en fait, la desserte, elle est extrêmement bonne en Suisse, mais très largement insuffisante, en fait, pour répondre aux objectifs écologiques, sociaux. Et vraiment, pour les personnes qui vivent aussi en périphérie, en ruralité, quand t'as pas l'accessibilité et la qualité, c'est un peu la double et la triple peine, parce que tu payes à travers tes impôts, tu payes aussi le coût de l'automobile, mais en même temps, t'aimerais pouvoir réduire cette dépendance. Donc, en fait, on a besoin de faire un pas de plus, et c'est cette idée-là que porte l'initiative, quoi. Cette idée de justice, de mobilité, d'accessibilité, quoi, au centre. Il y a un pays qui est en avance, c'est le Luxembourg, où déjà, depuis plusieurs années, l'ensemble des transports en commun est gratuit. Ça vous inspire, ça ? Ça fait partie des exemples, effectivement, qui ont été mis en place. Le Luxembourg, il y a eu Tallinn aussi avant, donc une très très grande ville. Et en France, il y a plusieurs millions de personnes qui sont sous des régimes de gratuité. Il y a eu Montpellier qui était très exposé ces dernières années. Il y a eu Dunkerque aussi, qui est une ville qui a vraiment bien fonctionné. Dunkerque, c'est pas non plus parfait, je pense qu'on va en discuter après, mais Dunkerque, c'est plutôt bien parce qu'ils ont planifié, ils ont investi massivement dans la qualité du réseau, ils ont une gratuité d'usage progressive et ils ont eu aussi une politique, on peut faire mieux, mais de mobilité aussi générale, quoi, liée aussi aux piétons, aux vélos. Et ça, évidemment, ça a des impacts vraiment très, très positifs. En tout cas, à Dunkerque, c'est qu'une double, là. La gratuité, ça se finance ? Comment vous avez réfléchi à ça ? Ouais, actuellement, le système, c'est vraiment déjà massivement financé effectivement via les impôts. Et en Suisse, c'est énormément aussi les usagers et usagères, d'où les prix exorbitants, les prix les plus hauts du monde. Il y a d'autres modèles. Et notamment, on sait qu'en France, ça a été beaucoup financé par le versement de mobilité. Cette idée que les entreprises doivent contribuer effectivement aussi au transport. Alors, c'est à peu près logique parce qu'elles génèrent tellement déjà de déplacements et que ça devrait être un droit qui donne accès à tous les autres droits. Et aussi, il faut avoir des financements un peu qui rendent, on va dire, le report modal vers effectivement la mobilité active et les transports publics plus fortes. Taxer la voiture. Pire. Il faut taxer la bombe climatique la plus importante de ces 15 dernières années, qui sont les SUV, les tueurs. Il faut vraiment désamorcer cette bombe. Donc, c'est une des modalités. Et l'autre, c'est aussi de dire tout l'argent qui va être mis ces prochaines années pour l'extension des autoroutes. Je pense que vous savez aussi dans vos régions tout ce qui est mis là-dedans, de dire stop. On ne les met pas. On ne met pas cet argent-là et en fait, on l'économise et on le met dans le système des transports publics et pour la mobilité active parce qu'on sait que si on fait cette transition, de toute manière, alors c'est un slogan, la gratuité, mais en réalité, c'est pas qu'un slogan. Parce que si on se projette dans 20 ou 30 ans, il y a encore un chercheur qui m'a dit, mais en France, t'imagines pas si on révolutionnerait tout le système de mobilité autour de la mobilité douce et des transports publics, en fait, le coût des transports de manière générale, il serait divisé par 4 à 6. Là, j'étais en mode, what ? Alors qu'on parle de centaines de milliards d'argent. Ouais. Donc en fait, vraiment, il faut qu'on fasse ces pas en avant pour aussi bénéficier toutes et tous de ça. Il y a des endroits où la gratuité, ça marche pas. Je prends par exemple Paris, où là, en fait, tout est saturé. Et là même, la gratuité, ça sert plus à grand-chose. Il faut juste qu'on se déplace moins. Il y a d'autres villes comme ça où on sait que la gratuité génère des déplacements inutiles. Donc, on va remplir, on va peut-être mettre des bus ou des trains en plus, alors qu'il n'y a pas besoin, c'est juste des gens qui vont se promener. Est-ce que c'est aussi réfléchi dans l'initiative ? Il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis. Je pense que là où c'est complètement saturé aussi, c'est parce qu'il n'y a pas eu des investissements suffisamment longtemps dans le temps. Donc, on se retrouve effectivement cadenassé. C'est aussi parfois parce qu'on n'a pas pensé une politique beaucoup plus aussi agressive pour la mobilité douce. Donc effectivement, si on pense qu'on va mettre tous les gens dans les transports en commun, je pense que ça va pas le faire. Je pense qu'il faut augmenter la cadence pour toutes les mobilités actives et effectivement les transports publics. Et attention, je pense aussi au dire les déplacements inutiles parce qu'en fait, ça dépend. Et qui sommes-nous pour juger ? Est-ce que aller voir notre grand-mère, c'est quelque chose d'inutile ? Nous, on part plutôt du principe qu'il y a aussi beaucoup de gens, il y a beaucoup d'injustices sociales qui ne peuvent pas se déplacer ou qui simplement ont des modes de déplacement contraints. Et on aimerait leur redonner cette liberté de choix qui finalement, c'est un projet assez émancipateur, comme on disait aussi, qui va bénéficier en priorité aux classes populaires, aux femmes, aux personnes aussi avec des handicaps. Il faut redonner en fait cette capacité de libre choix. Et à partir de là,
on verra dans les 10-20 ans. Mais l'objectif fondamental, ça doit être de diminuer, si ce n'est casser le système de la voiture. C'est ça qu'il faut, en leur donnant une alternative. Eh ben c'est bien, quand est-ce qu'on pourra voter pour ça d'après toi ? Alors là, on va devoir lancer d'abord l'initiative, donc récolter les signatures, construire un mouvement. Et je pense que le vote, il aura plutôt lieu dans 3 à 5 ans. On est avec toi, Steven. Ouais. On est ensemble. Et traverser la frontière pour aller plus loin, plus fort, plus vite. Ah, il faut faire des synergies. D'ailleurs, Faut commencer quelque on a eu part. tellement de gens qui nous ont conseillé ailleurs. Franchement, hyper reconnaissant et bravo On a besoin de vous. toutes les personnes qui ont lutté partout. Et puis, même pas que maintenant, mais la gratuité, tous ces sujets qu'on parle, c'est des gens qui ont lutté depuis des dizaines d'années. Eh ben on va se quitter sur ces bonnes paroles, les copains. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous partager. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!